Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillot-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Catherine Trécot. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes architecte urbaniste, directrice de la revue Regard, et on vous retrouve aussi chaque soir sur BFM TV entre 22h et minuit dans l'émission de Bruce Toussaint. On va revenir ensemble sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen et ses conséquences aujourd'hui. Mais d'abord, quand même, un mot d'explication parce qu'on parle de l'usine Lubrizol de Rouen qui est classée Seveso. Ça veut dire quoi, Seveso ? Seveso, c'est une classification particulière, c'est-à-dire que dans les usines, ou pas seulement les usines, par exemple les stations-service dans les villes, il y a des établissements classés, donc qui doivent déclarer ce qu'ils contiennent et doivent avoir respecté un certain nombre de règles de protection. Les usines Seveso, c'est pour dire qu'il y a un risque très élevé et ça a des conséquences qui ne concernent pas que l'usine elle-même. C'est-à-dire que ça va avoir des conséquences urbaines très importantes. Par exemple, autour d'une usine Seveso, on ne peut pas faire passer un autobus. On ne peut pas construire un pont. On ne peut pas avoir une école. C'est-à-dire que l'usine Seveso, c'est l'usine, mais c'est un périmètre autour d'elle, entre 500 et 800 mètres, qui est complètement gelé sur des services très importants de la ville. Donc ça dépasse le cadre de l'usine elle-même. Comment on explique que ce type d'usine, qui justement, qui du coup est dangereuse de fait, comment on explique que ce type d'usine soit aujourd'hui encore dans les cœurs des villes, au plus près des habitants ? Alors c'est assez compliqué parce qu'en fait dans les usines Seveso, il y a des usines, par exemple en région parisienne, vous avez des dépôts pétroliers qui sont des dépôts de sécurité, vous savez, qui permettent d'assurer l'approvisionnement de la région Île-de-France en cas de guerre, en cas de rupture d'approvisionnement. Et ces dépôts pétroliers sont classés Seveso. Donc ça relève de l'usine, mais ça relève de zones de stockage de produits qui sont extrêmement importants et utiles à la ville et aux grandes agglomérations. Donc je pense que c'est pour une part l'héritage industriel et pour une part des choses avec lesquelles aujourd'hui on vit. Alors est-ce qu'on va pouvoir les déplacer ? Je pense que maintenant on monte très fortement, et pas seulement depuis quelques jours, mais depuis des années, monte la revendication dans les villes de faire sortir les usines Seveso des villes, pour les raisons que j'ai dit, parce qu'elles présentent un danger en cas de problème, comme on vient de le voir, mais aussi parce qu'en fait, elles contraignent complètement tout le développement urbain, l'urbanisation, les aménagements autour de ces usines. Justement, c'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire qu'on a vu aussi que la loi de 2014 avait permis, en tout cas, avait enlevé certaines contraintes pour les entreprises qui avaient pour obligation de déclarer les déchets toxiques, enfin les produits toxiques, les produits, non pas les déchets, les produits effectivement qu'ils utilisaient, les produits toxiques. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut revenir sur cette loi, il faut justement démanteler ces usines au sein des villes, c'est possible ? Alors ce que je vous dis, c'est que la loi qui oblige les entreprises à déclarer les produits chimiques qu'elles stockent ne s'impose pas simplement aux usines Seveso. Donc je pense qu'il faut sortir les usines Seveso. Est-ce que ça veut dire qu'on va sortir toutes les entreprises, les établissements classés ? Ça, je ne le crois pas. Encore une fois, la station-service est un établissement classé. Donc on va continuer de conserver dans les villes des établissements classés. En revanche, ce qu'il faut, c'est que ces établissements classés soient réellement soumis à des règles de sécurité. Et en effet, en 2014, au nom de la simplification, de l'allègement administratif et tout le blabla, on a permis aux entreprises de ne pas dire, de ne plus déclarer ce qu'elles stockent. Donc moi je pense qu'en effet, il faut revenir sur cette réglementation et au contraire même durcir d'une certaine manière les exigences de sécurité. C'est-à-dire d'une part exiger que l'État remplisse véritablement sa mission de contrôle, c'est-à-dire que il y ait des inspecteurs qui aillent sur place pour vérifier que ce qui est déclaré est bien ce qui est stocké, que les conditions de sécurité sont bien respectées, mais au-delà de ça, il y a des salariés dans ces usines qui, eux, savent ce qu'il y a. Je pense que ces salariés doivent être associés à la direction et être reconnus comme des interlocuteurs de la puissance publique. En ce sens, le fait qu'on ait supprimé les CHSCT, c'est-à-dire les comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises, et ça c'est encore des grandes simplifications macroniennes, fait qu'on a
un allègement de la place et des moyens alloués aux salariés pour pouvoir s'informer et alerter en cas de problème sur leur propre sécurité et la sécurité des voisins de la ville dans laquelle ils sont. Un mot quand même sur ce que vous disiez aussi sur l'organisation, parce que c'est aussi une autre organisation du territoire sur laquelle vous interrogez aussi ce qui se passe en ce moment avec cette usine Lubrizol. Et en même temps, je suppose que vous n'êtes pas pour éloigner les habitants de leur lieu de travail. Ben non, c'est-à-dire que moi, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne va pas mettre les usines à la campagne, parce que si on met les usines à la campagne, eh bien, on va mettre des villes à côté des usines, ce qui a été d'ailleurs le processus d'urbanisation avec l'industrialisation au 19e siècle et au 20e siècle, c'est-à-dire qu'on a construit des villes autour des usines. Donc, je crois qu'on ne va pas recommencer ce processus. Donc, il faut que les usines puissent rester dans les agglomérations. En revanche, ce que je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait des règles de sécurité qui soient assurées par plusieurs parties. C'est-à-dire, il y a des obligations déclaratives, il y a l'État qui doit inspecter ces sites et il y a des salariés qui doivent être associés et des élus qui doivent être informés également et associés au respect de ces règles, voire au plan de sécurité en cas de problème. Quand on écoute les autorités, justement, elles nous disent en gros, on attend les résultats, mais on sait d'ores et déjà qu'il n'y a pas de risque. C'est pas un peu anxiogène de dire qu'en gros, on ne sait pas, mais on sait déjà qu'il n'y a pas de risque? Ben moi, je pense que c'est très anxiogène tout ça. Je pense qu'on n'a pas un discours de vérité clair et net. C'est-à-dire qu'on peut penser... Il y a des éléments probablement qui sont immédiatement vérifiables. La qualité de l'air et la qualité de l'eau. Ça, je pense qu'on peut savoir si l'eau est intoxiquée ou pas et si l'air que l'on respire est propre ou pas à la respiration. Par contre, par exemple, on sait qu'il y avait un toit de 8000 m² d'amiante qui s'est écroulé en partie en fumée. Ça, c'est quand même une question importante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avec ces fibres d'amiante qui se sont volatilisées dans le territoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces émanations Moi, ce que je pense, c'est que il y a ce qu'on sait et il y a ce qu'on ne sait pas. Et ne pas avoir un discours clair et net sur ça, me semble, oui, de nature à aggraver la défiance que les citoyens ont à l'égard des institutions. On va revenir sur la défiance, mais quand même un mot sur les mots qui sont utilisés justement. Les premières analyses selon la préfecture et l'ARS, l'Agence régionale de santé, indiquaient qu'il n'y avait pas de toxicité aiguë. Est-ce que c'est censé nous rassurer ce terme de toxicité aiguë? Moi, alors là, pour le coup, je remercie les élus écologistes qui ont levé le lièvre, parce que ça, je ne le savais absolument pas. Mais toxicité aiguë, je me suis dit, bon, ça veut dire qu'ils savent que il n'y a pas un danger immense avec ces émanations. En fait, toxicité aiguë, ça veut dire que on sait qu'il y a moins d'une personne sur deux qui va mourir. Merci, c'est sympa, je veux dire. Voilà. Donc ça veut dire qu'on sait que ce n'est pas létal pour plus d'un habitant sur deux. D'accord. Dans l'immédiat. Enfin, dans l'immédiat. Mais voilà, il y a de la marge quand même. Hein. Donc je pense que d'une certaine manière, le jeu sur les mots, c'est plutôt de nature à angoisser qu'à rassurer. Vous le disiez aussi, il y a un enjeu aussi de crédibilité. C'est aussi la crédibilité de nos institutions qui est en cause. Personne ne croit ce que disent les autorités, ce qui alimente la suspicion, mais aussi la conspiration. On voit tout type de documents et d'arguments se développer sur les réseaux sociaux. Oui, moi je pense que ça ne vient pas de naître avec l'accident à Rouen. C'est une chose qui est assez ancienne et qui n'a cessé de s'alimenter. Évidemment, tout le monde se souvient de Tchernobyl et du nuage nucléaire qui s'était arrêté aux frontières de la France. Donc ça, tout le monde en rit plus ou moins jaune. Mais en fait, il y a eu beaucoup d'éléments qui après ont montré qu'il y avait quand même des gros trous dans le filet. Le fait que l'agence du médicament ait validé des médicaments dont on découvre aujourd'hui avec le procès du Mediator que des milliers de personnes en sont mortes et qu'on le savait, ça c'est quand même incroyable. Là, bon, même il y a l'affaire du sang contaminé où on sait qu'on a écoulé du sang qui étaient malades et qu'on a donné la maladie à des gens juste pour des questions économiques. Enfin, c'est absolument dément. Et je pense qu'il y a véritablement un souci qui n'a cessé de s'aggraver sur les agences qui sont supposées nous représenter et nous défendre dans tous les domaines.
dans tous les domaines, c'est-à-dire que c'est sur les questions écologiques, mais aussi là, il se trouve qu'aujourd'hui, on vient d'apprendre que Nicolas Sarkozy va enfin devoir rendre des comptes sur l'affaire Big Malion en correctionnel. On se rend compte que ceux qui sont supposés contrôler les comptes de campagne n'ont absolument pas les moyens de ce contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'on nous raconte que la justice est rendue, qu'il y a des agences qui défendent la sécurité des Français, etc., mais que tout ça, en fait, n'a pas les moyens de la réalisation de cette promesse. J'ai une dernière question, Catherine Tricot, qui n'a rien à voir, mais je l'ai dit, vous êtes tous les soirs sur BFM TV. On reproche aux chaînes d'infos, on continue, notamment LCI, d'avoir diffusé les discours de la Convention de la droite le week-end dernier. Le CSA a reçu plus de 400 signalements suite aux propos diffusés d'Éric Zemmour, notamment. Le parquet de Paris a aujourd'hui ouvert une enquête contre Éric Zemmour. Est-ce que Zemmour a sa place aujourd'hui dans les médias, et quel regard aussi vous portez sur la responsabilité éditoriale? Vous êtes directrice d'un journal, d'une revue, la revue Regard. Quelle responsabilité éditoriale pour une chaîne comme LCI? Alors, ce qui est très frappant, c'est qu'on a fait de l'intervention d'Éric Zemmour un événement politique, alors qu'il n'y a aucune légitimité à cela. Donc, c'est donc un parti pris éditorial. C'est-à-dire que LCI et CNews ont décidé de faire tapis rouge à Éric Zemmour, c'est-à-dire donc finalement d'endosser d'une certaine manière le discours d'Éric Zemmour. Il n'y avait pas de débrief, il n'y avait pas de contradiction après le discours d'Éric Zemmour. Moi, je crois qu'on est devant une crise de la presse et des médias, et notamment des chaînes d'infos en continu, qui sont en devoir de réinventer leur mission et leur travail. La crise des Gilets jaunes l'année dernière l'a montré de façon extrêmement aiguë, notamment BFM s'est trouvé prise à partie de moult fois par les Gilets jaunes dans cette affaire. Et je pense que ça provoque une réflexion à l'intérieur des médias. Et je pense qu'une des réponses, une des analyses qui est faite à l'intérieur des médias, c'est qu'il y a trop d'homogénéité dans le traitement de l'information. Et donc pour une part, la réponse qui est apportée, c'est de dire on va faire des débats contradictoires et on fait des débats de clash. C'est-à-dire qu'on suppose que pour une part, la réponse qui est attendue et que ce que les téléspectateurs veulent voir, c'est de la conflictualité et éventuellement de la conflictualité violente. Donc on va chercher le clash permanent dans ces chaînes d'information. Pas toutes, moi je ne peux que constater que ça n'a pas été la politique de BFM et que, en tout cas, BFM est engagé dans une réflexion qui est un peu autre, qui n'est certainement pas aboutie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même toute la question de la place, comment dire, de l'information et de l'information sur la vie concrète des gens, leurs problèmes dans toutes leurs dimensions. Ce qui se passe dans le travail, ce qui se passe dans la ville, enfin, tous ces sujets-là sont souvent considérés comme peu dignes d'intérêt dans les chaînes d'infos. C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'information spectaculaire. C'est-à-dire on ne sait pas raconter, faire parler de façon à attirer les téléspectateurs sur des sujets qui sont plus de l'ordre des grands sujets de la vie de tous, de la nation ou des individus. Mais il y a une réponse qui est apportée et que je crois extrêmement dangereuse, qui est celle de chercher à faire de la confrontation et du clash. Et donc là, on hystérise complètement les choses et on ne fait que provoquer de la peur, de la tension, de l'angoisse, et probablement alimenter ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de défiance généralisée à l'égard de toutes les institutions. Je pense que vraiment, c'est jouer avec le feu. Ceux qui prennent ce parti-là ont une responsabilité, enfin prennent une responsabilité très très grande. Merci beaucoup Catherine Tricot. Au revoir.